bonsoir, bienvenue dans le journal de la CAN, un rendez-vous que vous propose la TFM tous les jours depuis le début de cette édition 32e, bien sûr, au Caire, en Égypte. Alors nous venons de vivre le dernier match des huitièmes de finale avec la qualification de la Tunisie aux dépens du Ghana au tir au but, 5-4, temps réglementaire 1 partout. Donc désillusion pour les Black Stars. Les Tunisiens ne gagnent pas en temps réglementaire, mais donc avancent petit à petit dans cette compétition. Voilà, Talla, bonsoir. Bonsoir Madame Traoré. Voilà, on va décortiquer un peu les affiches du jour et découvrir bien sûr les rencontres des quarts de finale. Alors tout de suite donc on revoit les temps forts bien sûr de ce match entre le Ghana et la Tunisie qui vient de s'afficher. Alors les Ghanéens qui ont poussé jusqu'au bout durant le temps réglementaire pour égaliser, puisqu'ils étaient menés à partir de la 75e minute, ils ont égalisé pratiquement en fin de temps réglementaire, dans le temps additionnel, à la 94e minute. Voilà, on découvre donc le but tunisien, un but qui est arrivé quand même Talla contre le cours du jeu, puisque on va dire que les trois quarts du temps, ce sont les Ghanéens qui ont dominé le match, mais qui n'ont pas su concrétiser leur occasion. Absolument, ils ont dominé le match, ils se sont créés des occasions, ils ont manqué d'adresse devant le but. Et je pense que, bon, ils peuvent s'en vouloir à eux-mêmes, quoi. D'autant plus qu'ils avaient le match en main. Donc les Tunisiens ont marqué pendant leur temps faible, parce que là, ils subissaient de part et d'autre les attaques ghanéennes. Et c'est vraiment dommage. Maintenant, heureusement qu'ils sont revenus après au score, donc par la grâce de Dieu, parce que quelque part c'est une faute quand même du défenseur qui marque contre son camp. Ouais. Et personne ne s'y attendait et c'était vraiment pratiquement à la fin du temps réglementaire. Ouais, dans le temps additionnel, oui, voilà. À la 94e. Et voilà. Et donc, ils reviennent dans le match. Et même, ils ont eu une balle de 2-1 dans les prolongations, avec Jordan Ayew. Et franchement, c'est dommage pour ce garçon parce qu'il a fait un excellent tournoi. Il a fait un très bon match sur celui-ci contre la Tunisie. Et pour lui, vraiment, il va avoir beaucoup de regrets parce que... Et là, on revoit, Talla, le but refusé par l'arbitre du match sur une superbe talonnade d'André Ayew. Il parle d'une faute de main, sauf que la faute de main sur Thomas Partey, bien sûr, le joueur de l'Atlético, la faute de main n'y est absolument pas. Peut-être il y a un retour de position de hors-jeu, mais sur l'action, on voit que André réussit à se remettre en place. Et puis voilà, il marque ce super but, mais qui ne sera pas validé. Et c'est dommage pour le Ghana, parce que vraiment, ce but-là n'est pas entaché de faute du tout. Il n'y a pas eu faute. Mais bon, comme l'arbitre aussi, il était mal placé, peut-être qu'il a sifflé une faute de main parce que l'attaquant était dos au but. Il n'a pas vu que c'est un contrôle de la poitrine et la balle qui rebondit au niveau du menton. Et donc qui lui revient. Et c'est dommage parce que peut-être aujourd'hui avec la VAR, on aurait pu vraiment valider ce but-là et ça aurait tout changé. Tout à fait. Maintenant, c'est vrai que ça aussi, il va falloir y compter parce que c'est des erreurs d'arbitrage, mais qui coûtent cher à la fin. Qui coûtent cher à la fin au Ghana. Et franchement... On se pose la question, pourquoi pas la VAR depuis le début de la compétition? Parce que bon, à partir du moment, en tout cas dans les phases à élimination directe, au moins... Ça, on peut dire quand même qu'il y a un manque de professionnalisme de la part de la CAF. Parce qu'organiser un tournoi, se permettre de passer de 18 à 24 clubs et dire qu'on n'a pas les moyens de sa politique, franchement, on aurait pu se passer de tout ça. Dans ce cas-là, mieux vaut organiser un tournoi à 18 ou à 16, par exemple, à 16. Et aujourd'hui, après, tu te dis, dans les prochaines années, je vais me préparer en conséquence. Je vais avoir tous les outils qu'il faut de performance. Et à partir de ce moment, on pourra passer au moins à l'étape de 24 clubs, de 24 équipes. Mais pour ça, franchement, passer de 18 à 24 sans avoir au moins la VAR aussi, par les temps qui courent, ça fait un peu... ça fait tâche. Du coup, voilà. Donc les Ghanéens qui n'ont pas réussi à ouvrir le score en première période, et comme vous le disiez tout à l'heure, Talla, ils se font cueillir à froid par donc Khemissi qui marque donc ce but à la 74e minute. Les Black Stars, vous le savez, égalisent dans le temps additionnel à la 94e. Entre-temps, donc
sélectionneur ghanéen avait donc décidé de sortir André Ayew, ce qui a d'ailleurs surpris un peu le capitaine des Black Stars. Mais quand même, les Black Stars ont réussi à égaliser dans le temps additionnel avec un des hommes aussi de ce match, Wakassou, toujours présent. Et là, donc, Bedoui qui marque contre son camp. Et pour terminer le tout, évidemment, les 30 minutes de prolongation qui n'ont rien donné. Atala, vous parliez de cette occasion de rêve pour Jordan Ayew qui n'a pas su l'exploiter. Et là aussi, un autre fait du match, donc à la fin des 120 minutes, Ben Moustapha qui rentre, Farouk Ben Moustapha qui remplace Hassan. Hassan est furieux, évidemment, il ne comprend pas pourquoi on l'écarte, sauf que bon, je pense que quand même en termes de valeur intrinsèque, on a vu que Hassan n'était pas très à la hauteur depuis le début de la compétition. Ben, jusqu'à présent, on sent que s'il est un peu tatillon dans ses choix, dans ses prises de balles, il ne rassure pas. Sortie aérienne surtout. Ouais. Il ne rassure pas. Vraiment, avec lui, c'est pas l'assurance touriste, quoi. Donc on a beau dire, on a vu ses sorties, elles ont souvent été hésitantes. Dans ses prises de balles aussi, il n'y a pas l'assurance qu'il faut pour au moins donner un peu plus de confiance à ses partenaires. Et sur le but même, lui-même, il devrait sortir. Tout à fait. Au moins pour sécuriser sa défense. Ouais. Une balle qui est dans les 18 mètres, à côté des 6 mètres même, on doit venir s'imposer. Et lui, il a la chance de pouvoir disposer de ses bras. Et donc, ça rassure une équipe pendant ce moment du match. Et là, après, il prend un but alors que lui-même, il devait sortir. Il a hésité. Ouais. Il a fait un pas de plus. Okay. Et donc, là, il est entièrement fautif sur cette action-là. Même s'il a pu sauver par moment des balles de match. Mais ça, franchement, on ne peut pas dire que ce gardien rassure. Voilà, donc du coup, il se fait sortir juste avant l'opération des tirs au but. Donc il est remplacé par Farouk Ben Moustapha, un vieux de la vieille, hein, donc qui, lui, a arrêté un pénalty. Il en fallait un. Puisque bon, la série des tirs au but s'est terminée sur le score de 5-4. Les Tunisiens, dès qu'on est arrivé à cette période du match, je me disais qu'ils avaient des chances, justement, Salah, d'y arriver, parce qu'on sait que les Maghrébins, ce sont de bons tireurs de pénalty. Tout à fait. Tu le disais même dans les couloirs, comme quoi que j'ai peur pour les pénaltys, pour les Ghanéens. Donc, ils se sont déjà assez donnés comme ça. Et le gardien qui change. Donc lui aussi, il est venu avec son expérience. Et je pense qu'il a beaucoup apporté. Et là, sur ce coup-là, on peut parler aussi de coaching gagnant. Parce que quel que soit Alpha, l'entraîneur a pris ses responsabilités en se disant, quelle que soit l'issue du match, si on arrive aux séries de pénalty, je vais faire ce changement-là. Et ça a réussi. Donc parfois aussi, comme quoi, les entraîneurs aussi pour avoir faire des changements quand même qui sont porteurs. L'entraîneur en l'occurrence c'est Alain Giresse évidemment. Alors Tala, est-ce qu'on peut parler d'une Tunisie chanceuse, puisque je le disais depuis le début de la compétition, ces aigles de Carthage n'ont pas gagné un seul match à l'image d'un Bénin par exemple, et pourtant ils avancent pas à pas. Aujourd'hui ils ont réussi à se sortir du guêpier ghanéen et là ils vont arriver en quart de finale contre Madagascar. Ben, comme tu l'as dit, Mahama, ils ont fait 4 matchs sans victoire, mais quand même, ils sont toujours là. Donc, quel que soit Alpha, bon, c'est peut-être l'efficacité qui joue en leur faveur jusqu'à maintenant, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, même sur l'action qu'on pourra toujours regretter de Jordan qui a fait un excellent match, on ne va pas lui en vouloir. Mais il aurait pu au moins avec son expérience assurer cette balle de match, quoi. Franchement. Et aujourd'hui on n'en serait pas là pour regretter par rapport au tir au but. Mais ce qui arrive aux Tunisiens aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le coup de chance aussi parfois en foot. On peut y compter, parfois les dieux du foot peuvent être avec vous. Surtout quand on ne fournit pas d'excellents matchs, parce que jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas encore démontré et ils n'ont même pas dominé leurs adversaires de bout en bout. Non, ils ont souvent souffert et souvent ça se répète. Et jusqu'à maintenant, on se dit qu'ils sont encore en vie. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand bon, en tout cas, ils sont dans le tableau du Sénégal, donc si tout se passe bien, peut-être qu'on pourrait les retrouver en demi-finale. Donc c'est une équipe à suivre. Maintenant pour le Ghana, peut-être parler aussi de la fin d'une génération. À un moment donné, il faut pouvoir peut-être renouveler Jordan, peut-être il est encore jeune, mais André, ça fait un moment.
Il a fait la Coupe du Monde U20. Wakasu fait partie de ses vétérans. Et évidemment, à Samoa, Diaoui, John Boy, qui n'est pas si jeune que ça. Donc est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi penser à renouveler l'équipe? Absolument. Et je pense qu'il va falloir même prendre des mesures impopulaires parfois. Il est bon de vouloir changer de cap et de se dire qu'il est temps de renouveler. Parce que quand on voit dans les sélections des jeunes au niveau du Ghana, on sent qu'il y a encore de la qualité. Et il faudra faire confiance à cette jeune pousse qui demande qu'à jouer, parce qu'à un moment donné, il faut vraiment se passer de Diane, de même André qui peut encore apporter. Mais avec le nombre de kilomètres qu'il a fait jusqu'à maintenant, les coups qu'il a pris, donc parfois la motivation peut ne plus y être. Et donc il va falloir au moins renouveler cette génération-là. Se dire quand même que parfois il y a au moins une génération de transition avec laquelle il faudrait travailler pour au moins pouvoir espérer un avenir meilleur. Tout à fait. Et puis un Ghana qui nous aura aussi laissé un peu sur notre faim, sur le plan du jeu aussi. On a connu les générations ghanéennes avec un jeu chatoyant. On parlait même de cette équipe comme du Brésil de l'Afrique, mais depuis quelques éditions, ça ronronne et cette équipe a du mal à franchir un cap aussi. Peut-être que ça peut poser aussi problème au niveau de la formation, parce qu'en général, le Ghana faisait la différence par rapport à sa formation. Donc, on voyait des jeunes prometteurs et à chaque fois, on se disait le Ghana est encore présent, le Ghana est encore en vie. Mais par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, lors des 2 dernières CAN, je pense que c'est une équipe vieillissante. Et il va falloir aussi renouveler cette équipe-là, donner la chance aux jeunes qui demandent à s'exprimer, à se faire voir, parce qu'ils auront beaucoup plus faim que ces garçons dont on parle aujourd'hui, Diane, Boy, Jordan, plutôt André. Et penser aussi à renouveler, parce que ça aussi, ça fait partie du foot. Renouveler l'effectif, Donc l'effectif, il est là depuis un bon bout de temps, depuis pratiquement au moins une dizaine d'années. Ils jouent ensemble, ils se connaissent, mais je pense qu'ils ont atteint le plafond de verre. Ils ne peuvent plus aller au-delà, donc il faudra vraiment changer. Alors du coup, pour Asamoah Gyan qui avait voulu anticiper sa retraite, peut-être que cette fois-ci il faudra définitivement la prendre, puisqu'il y avait eu un petit souci avec André concernant le Capitana. Il avait décidé de ne pas participer à cette CAN. Finalement, le président ghanéen l'avait rappelé. Il était revenu à de meilleurs sentiments, mais voilà, l'aventure s'arrête donc pour le Ghana, ici en 8e de finale. Cet après-midi, nous avons également pu voir un autre match, un très bon match d'ailleurs, attendu, un derby de l'Afrique de l'Ouest entre donc, le Mali et la Côte d'Ivoire. Et là encore, on a l'impression d'avoir eu la même physionomie, une équipe qui a dominé, qui n'a pas su marquer et concrétiser ses occasions, et une autre qui a fait le dos rond et qui a attendu la bonne opportunité pour marquer ce but qui permet donc aux éléphants, évidemment on parle des éléphants, de se qualifier en quart de finale. Je vous propose le résumé de ce match avec Cherti Diao. Cruel sort pour l'équipe du Mali. Les Aigles, très mal récompensés face aux éléphants, viennent de connaître l'une de leurs plus grandes désillusions en Coupe d'Afrique des Nations. Les Poulains de Magasuba étaient en mode vendange cet après-midi. En témoignent les nombreux ratés du très remuant Moussa Marega. Dans cette rencontre, le Mali a complètement maîtrisé la première période où la Côte d'Ivoire a eu du mal à exister. Les éléphants se sont contentés de contenir les assauts des Aigles, encore très maladroits, à l'image de Djenepo qui tergiverse dans la surface de réparation. Conscient d'être passé à côté de la correctionnelle, la Côte d'Ivoire sort peu à peu la tête de l'eau et lance un sérieux avertissement avec Kodia qui manque d'ouvrir le score. Zaha, lui, ne se fait pas prier. L'attaquant ivoirien hérite d'une longue ouverture déviée par Kodia pour battre le portier malien à la 75e minute. Les éléphants réussissent le hold parfait. Le Mali a l'occasion d'égaliser dans les ultimes secondes, mais Go s'interpose. La Côte d'Ivoire se qualifie et s'offre en quart de finale de feu face à l'Algérie. Merci Cherti Diao. Alors Tala, évidemment, les Aigles du Mali peuvent avoir beaucoup de regrets par rapport à la physionomie de cette rencontre. Je le disais, beaucoup d'occasions ratées, 3/4 du temps dominé, mais zéro efficacité. C'est vrai, c'est la fin d'une belle aventure pour cette équipe-là. Franchement, elle nous a régalé pendant tout ce match. On a vu une équipe malienne joueuse, technique, sur le plan tactique. Vraiment, il y avait tout pour aller le plus loin possible pour cette équipe, d'autant plus que l'entraîneur vraiment nous a montré quand même qu'en football, il faut aussi avoir des jeunes en qui on croit et leur donner leur chance au bon moment. Et aujourd'hui,
Moi, la remarque que je pourrais faire, c'est vraiment en vouloir à Marega. En tant qu'attaquant, franchement, il en a raté. Et je pense qu'aujourd'hui, en dehors du travail qu'il fait à l'entraînement, il devait faire beaucoup plus de Rabiot, de travail devant le but, comme a pu le faire à un moment donné Jean-Pierre Papin. Parce que Papin, il s'est entraîné après chaque entraînement avec son gardien Jean Castaneda pendant 1 heure d'entraînement pour devenir plus tard après le meilleur buteur français de son époque. Et ça, Marega, avec toutes les qualités qu'il a aujourd'hui, franchement, il se déplace bien, techniquement il est bon et il a le physique, la puissance. Maintenant, ce qui lui manque, c'est vraiment le travail devant le but, l'adresse devant le but. Parce qu'autrement, ce match-là aurait pu être plié en première mi-temps. On n'aurait même pas parlé de retour de la Côte d'Ivoire en deuxième mi-temps. Mais c'est le foot. Les Ivoiriens ont fait le dos rond en première mi-temps. Ils sont allés tranquillement se reparler et de revenir avec d'autres ambitions et d'autres arguments. Et je pense que ça a payé avec l'expérience de Zaha sur une occasion qui la met au fond. Et après, on essaye de gérer et voilà. Tout à fait. Donc c'est une équipe solidaire, cette équipe ivoirienne. Effectivement, peut-être qu'il n'avait pas beaucoup d'arguments sur le plan offensif, sur le plan technique. Mais Marega aussi, je pense, est resté sur un traumatisme, les occasions ratées lors des matchs de poule. Il en a parlé. Et donc je pense que c'est peut-être ça qui a un peu fait gamberger le joueur, que moi je considère comme l'un des flops d'ailleurs de cette rencontre, même si la CAF a décidé d'en faire l'homme du match pour vous dire. Donc c'est une équipe quand même malienne fougueuse, physique également, avec donc beaucoup de dynamisme. Mais aujourd'hui, il leur a manqué vraiment cette grinta au niveau de l'attaque. Oui, c'est vrai que parce que là, moi je me demande par rapport à la profondeur du banc du Mali. Et des changements aussi très particuliers, puisqu'il a sorti le capitaine Diaby au bout de 60 minutes de jeu. Alors qu'il était bon, franchement, là, bon, les coachs, il n'y a qu'eux qui comprennent parfois certains choix, quoi, parce que nous, on regarde, on apprécie, et on voit ce garçon-là, il était disponible, il était... et surtout, c'est le capitaine, un capitaine, on ne le sort pas comme ça. Et puis, il était dans tous les bons coups, dans tous les bons coups en première mi-temps. Maintenant, je ne sais pas si vraiment c'est sur le plan défensif qu'on avait des remarques à lui faire, ou quoi, mais en tant qu'excentré, en première mi-temps, il a fait le match qu'il fallait. Vraiment, il a procuré 2 occasions et lui-même s'en est procuré. Et donc, du coup, quand on le change comme ça, en cours de jeu, alors qu'il n'y avait pas de raison de le faire, quoi. Et du coup, tu te dis, bon, parfois, comme on dit, il n'y a qu'eux qui comprennent. Tout à fait. Mais est-ce que ça ne va pas couper un peu l'élan de cette équipe? C'est vrai que, voilà, aujourd'hui, elle était dans une dynamique. C'est une génération jeune, quand vous voyez des Amari, comme je le disais, Abdoulaye Diaby, Youssouf Koné qui évolue à Lille. Vous dites que c'est une génération qui peut encore grandir, qui peut-être dans 2 ans va avoir plus de maturité. Absolument. Moi j'y crois fermement et les garçons même l'ont dit, le défenseur du Mali qui joue à Rennes. Amari Traoré. Amari, voilà, lui-même il le disait. Il disait que quand même il y a encore de la marge. Il y a une bonne marge de progression par rapport à cette équipe. Et en plus de ça, ils ont un bon coach qui comprend bien le foot et qui ne s'enflamme pas. Peut-être que bon, parfois il lui arrive de faire... Il n'a pas été bon. Bon, ça arrive pour un coach aussi, il faut l'accepter. Mais se dire quand même que cette équipe aussi a un bel avenir devant lui. Et donc, pour moi, il y a pas mal de choses peut-être à régler sur le plan des attaquants. Parce que là aussi, il faudrait au moins avoir une autre alternative en dehors de Marega. Parce qu'il faudra aussi chercher, aller chercher ailleurs que Marega. Parce qu'il n'y a pas que lui, je pense. Mais l'entraîneur lui a fait totale confiance pendant tout le tournoi. Bon, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a manqué aussi de réussite. Et ça, je pense que c'est à lui aussi de se prendre en charge. Ce n'est plus à l'entraîneur de venir lui faire travailler, par exemple, après les entraînements collectifs, de prendre 1 heure, de se mettre devant le but, de travailler ses frappes et tout, dans tous les angles, et de voir des statistiques, le nombre de tirs cadrés. Ça aussi, c'est le faible des joueurs africains. Ça dit qu'ils ne se donnent pas du temps. Parce que quand on voit Cristiano Ronaldo, les efforts qu'il fait encore à 33 ans, 34 ans, tu te dis quand même,
si lui, il peut le faire, s'il y a des garçons qui ont 25, 26, 27 ans, ça devrait pouvoir leur servir d'exemple. C'est dire qu'il n'y a que le travail qui paye au bout. Tout à fait. Et si on le fait, je pense qu'il y aura quelque chose. Tout à fait. Alors, du coup, nous, on a choisi des tops et des flops. Vous nous direz, Talla, si vous êtes d'accord avec nous. Donc, pour les flops, moi, j'ai mis Pépé. Pour moi, qui traverse cette CAN comme son ombre, et d'ailleurs qui a été sorti par le sélectionneur Ibrahima Kamara à la 68e, remplacé par Maxwell Cornet, et évidemment Moussa Marega, qui pour moi a raté beaucoup d'occasions durant cette rencontre et qui aurait pu mettre à l'abri son équipe. Est-ce que ça vous semble cohérent? Tout à fait. Moi, le choix est bon. Je me dis que Pépé, il est l'ombre de lui-même jusqu'à maintenant. On l'attend. On attend toujours le Pépé qu'on a vu à Lille. Ouais. Et Marega aussi, pendant tout ce tournoi, l'entraîneur lui a fait confiance. Il ne faudra pas dire quand même qu'il n'a pas joué, qu'il ne s'est pas procuré des occasions. Tout à fait. Et c'est son manque d'efficacité qui fait aujourd'hui que, bon, le Mali sort par la petite porte, quoi, parce qu'ils auraient pu avoir mieux que ce qu'ils ont eu aujourd'hui sur ce match. S'arrêter en 8e. Alors pour les tops, alors on va peut-être s'intéresser à cet attaquant qui n'est pas forcément le plus connu, c'est Jonathan Kodia, qui est un attaquant de 29 ans qui évolue à Aston Villa et qui pour moi a beaucoup pesé sur la défense malienne, sur son côté droit, qui a tout le temps fait des appels en profondeur. Absolument. Qui a essayé à chaque fois sur 2 ou 3 occasions de mettre à mal le gardien malien, et d'ailleurs c'est sur ce genre d'occasion qu'il a permis à Zaha de marquer. Donc pour moi ce sont les 2 tops de cette rencontre. Ils ont fait la différence, hein, surtout sur un long ballon. Donc c'était même pas un jeu en déséquilibre ou quoi que ce soit, c'était sur un long ballon. Donc lui déjà, quand on joue en Angleterre, donc on a souvent la chance de pouvoir disposer d'un bon timing, d'une bonne détente, de pouvoir jouer de la tête souvent. Et c'est ce qui lui a valu au moins de faire une passe décisive sur cette action-là, parce que c'est lui qui dévie le ballon. Et Zaha aussi, en bon renard de surface, il a bien profité de cette déviation pour vraiment marquer l'occasion qu'il avait pour mettre son équipe à l'abri. À l'abri, voilà. Et donc Zaha qui aujourd'hui a pris la place de Max Gradel. Donc c'est un choix aussi heureux pour Ibrahim Kamara, qui est bien sûr l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, à l'image de la Tunisie, ne convainc pas, mais arrive également à atteindre les quarts de finale, mine de rien. Attention à l'appétit qui vient en mangeant. Absolument. Parce que plus on avance dans le tournoi, plus on se dit il y a des moyens d'aller jusqu'au bout. Et donc, comme c'est des équipes qui sont habituées à venir régulièrement en CAN, donc avec le staff, les joueurs expérimentés, souvent on peut avoir une bonne cohésion et bon, c'est pas démérité parce qu'ils aussi, ils ont souvent perdu dans des situations où on les donnait souvent vainqueurs, et maintenant ça se retourne pour eux, et donc ce n'est que du bénéfice pour pouvoir poursuivre. Pour eux. Voilà. Alors on va découvrir les affiches donc, des quarts de finale, puisque je vous le disais, on a joué les derniers matchs des 8e ce soir. Donc comme vous le voyez, il y aura bien sûr dès mardi à 16h Sénégal-Bénin. Alors le soir à 19h, Nigeria, Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud qui a créé le tremblement de terre, certains disent le tremblement de Caire. Et puis le lendemain, donc le jeudi, vous aurez Algérie, Côte d'Ivoire à 16h, Madagascar, Tunisie à 19h. Alors ce sont des affiches qui sur le papier parfois peuvent paraître déséquilibrées quand on pense à Tunisie-Madagascar, mais attention aux Malgaches qui peut-être ont produit l'un des plus beaux jeux depuis le début de ce tournoi. Ah oui, ça, si on ne l'accorde pas, je pense qu'on aura tout faux sur cette compétition-là. Parce que le match qu'ils ont fourni hier, moi, je n'ai pas encore vu une équipe qui a joué un meilleur football que ce qu'ils ont produit. Parce que franchement, quand on les regardait jouer, on se disait, mais est-ce que c'est cette équipe malgache qu'on a rencontrée pendant les éliminatoires ou pas? C'est-à-dire on a vu un autre visage de cette équipe malgache. C'est-à-dire que dans la possession, comme dans la conservation, dans la progression, il y avait tout. C'était un régal. Moi, c'était des jeux à une touche de balle, des marquages, donc vraiment sur le plan technique, tactique, le replacement, aussi, voilà, et le respect des consignes. Donc pour dire encore qu'aujourd'hui, aussi il faut saluer le travail de l'entraîneur. Parce que franchement, aujourd'hui, moi, je ne suis pas un fervent des entraîneurs étrangers, mais pour ce cas-ci, franchement, j'applaudis des 2 mains. En me disant,
qu'il a pu construire une équipe quand même compétitive, qui nous régale aujourd'hui de par son beau jeu. Et personne ne s'y attendait. Et un bon état d'esprit, évidemment, ils n'ont rien à perdre, comme ils le disent. Maintenant, tous les matchs sont des bonus. Ont-ils commenté hier après la victoire contre, donc c'était encore quelle équipe? Madagascar. Ah, ça, je te bon, le laisse. Trou de mémoire continue, tiens, c'est pas grave. Alors, on va parler également de Algérie-Côte d'Ivoire. Là, on a vu les deux équipes jouer. L'Algérie qui s'est largement imposée devant la Guinée, la Côte d'Ivoire qui souffre face au Mali. On se dit que l'Algérie a une petite marge de manœuvre par rapport aux éléphants, non? Absolument. En termes de jeu, aujourd'hui, par rapport aux deux équipes, ce qu'on a vu jusqu'à présent, moi, je mettrais l'Algérie quand même sur une longueur d'avance. Parce qu'il y a de la qualité devant, ils marquent des buts et ils sont très efficaces. Voilà. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Savoir défendre et savoir attaquer, et quand on a des occasions, pouvoir être réaliste. Et ça, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qu'on a vue jusqu'à maintenant. C'est une Côte d'Ivoire un peu poussive, quoi, qui se cherche, qui se dit, il n'y a pas encore le leader qu'on attend, Pépé, pour pouvoir faire la différence, faire le jeu et tout. Mais de l'autre côté, par contre, il y a ce qu'on attend, Mahrez qui répond présent et donc qui tient aussi à cette CAN parce qu'aujourd'hui, Mahrez a envie d'amener cette équipe-là le plus loin possible parce que c'est le leader charismatique. Qu'il est un peu frustré par rapport à sa saison à City. Il n'a pas beaucoup joué aussi. Donc, mais d'aucuns disent quand même que ça, c'est la marque de Guardiola. Au départ, il ne te fera pas jouer en tant que titulaire. Il te fera comprendre au moins ce qu'il attend de toi et ce qu'il espère de toi. Et à partir de ce moment, je pense qu'après avoir fait 25 matchs, même en n'étant pas titulaire, c'est déjà bien. Peut-être qu'en venant, il se disait qu'il allait être titulaire, mais bon, ça c'est la réalité du football. Et aussi de l'entraîneur, comment il conçoit son équipe. Parce qu'il a une bonne profondeur au niveau du banc. Et donc, il n'a qu'à être patient, il a le temps de devenir vedette dans cette équipe-là. Nigeria-Afrique du Sud également, qui est un bon match. Et bon, a priori, on mettra une pièce sur le Nigeria. Absolument, de par leur expérience, hein, parce qu'on sait qu'ils savent gérer les grandes rencontres. Mais aussi, il ne faut pas non plus sous-estimer l'Afrique du Sud. Par rapport au match qu'ils ont produit là, devant l'équipe... Ça peut être un déclic. Ah oui, de loin même. Et les deux équipes d'ailleurs se sont rencontrées en éliminatoire de la CAN. Afrique du Sud, Nigeria. Et ça peut être une belle affiche et ce sera au moins, surtout en termes économiques, déjà c'est deux grandes Afriques. Et en plus de ça, le Nigeria qui se qualifie normalement et en plus devant une belle équipe camerounaise quand même, quoi qu'on puisse dire. C'est vrai, on peut avoir une belle opposition. Voilà, et maintenant par rapport au match qu'ils ont produit contre le pays organisateur, ça il fallait le faire. Tout à fait, c'est un gros déclic pour les Bafana. Alors évidemment il y aura Bénin-Sénégal, on va parler justement de l'actualité des Lions qui se sont entraînés cet après-midi, toujours au stade annexe du 30 juin, donc 15 minutes comme de coutume ouvertes à la presse et puis des absents également, Ismaël Assar blessé, Crépin Diatta ménagé, tout comme Alfred Ndiaye. Donc les Lions se sont entraînés sans 3 de leurs joueurs, donc ça c'est devenu presque un fil conducteur depuis le début de cette compétition. Tala, on a toujours des joueurs à l'infirmerie. Absolument. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a eu qu'un seul match où l'entraîneur a pu disposer vraiment de son effectif au complet. Et bon, maintenant, il va falloir faire avec. Il faut gérer. Il faut gérer. Et donc, comme on a de la qualité aussi dans cette équipe-là, on ne peut pas non plus perdre espoir en se disant tel ne peut pas être remplacé par un autre. Et donc, du coup, pour moi, quel que soit Alpha, on a aujourd'hui de la qualité. On a des hommes quand même capables de pouvoir relever ce défi. Et pour moi, ce n'est que de petits bobos. Certainement, ils vont revenir très vite dans le groupe. Ça ne va pas affecter le moral. Voilà, du tout. Alors, justement, parlons de défis à relever, de sérieux à mettre par rapport à ce match. Henri Saivet est formel. Il faudra bien travailler pour s'imposer devant le Bénin et surtout ne pas sous-estimer l'adversaire. Il est au micro de nos envoyés spéciaux, Mamadou Ndiaye, Mor Kharma et Ahmed Niang. Ça va être un adversaire compliqué, de toute façon on le sait, toutes les équipes ne sont pas arrivées ici par hasard.
ils ont éliminé le Maroc, donc il faut beaucoup se méfier d'eux. C'est une équipe qui est généreuse, bien organisée, donc ça va être un match différent que contre l'Ouganda. Maintenant, il faut qu'on regarde encore mieux l'équipe de Bénin, savoir comment on va les jouer, parce que je pense que le fait de voir l'adversaire peut être aussi un avantage pour nous. Parce que c'est un style de jeu complètement différent, peut-être le système aussi peut être différent, et voilà, ils ont des caractéristiques qui sont vraiment différentes. Donc à nous de bien nous préparer et être prêts pour ce match-là, parce que c'est des matchs à élimination directe, donc tout de notre côté doit être parfait, et on va tout faire pour que ça le soit. Travailler et se qualifier. Les Lions qui vont bien se préparer sans dévoiler leur stratégie, évidemment, c'est ce qu'a dit Henri Saivet également dans cette interview. Alors nous allons aussi proposer l'interview accordée à Mamadou Ndiaye par De Sabre, qui est l'ex-sélectionneur de l'Ouganda, puisqu'il a été viré par les Cranes. Mais lui, il se projette sur la suite de la compétition pour le Sénégal. Nous l'écoutons. Toujours la même chose, hein, les favoris vont mettre du temps à rentrer dans la compétition. Je pense qu'avec le match de l'Algérie, ça leur a permis de peut-être se remobiliser. Et puis là, voilà, quand vous gagnez un 3-0 contre le Kenya et 1-0, 2 matchs sans prendre de but, ça veut dire que vous avez une belle équipe. Merci. Voilà, défensivement, donc cette équipe du Sénégal qui retrouve aussi des vertus. Et le retour de Salif Sané, on en parlait déjà la fois dernière, ça peut être une équation pour le... Est-ce qu'il doit maintenir la même paire, Kalidou Cheikhou, ou il faut qu'il fasse revenir Salif Sané? Ça aussi, c'est une équation à résoudre. Hein. C'est vrai que c'est un mal pour un bien. Donc quand on retrouve une bonne partie de son effectif dont on peut disposer aujourd'hui, je pense quand même qu'Alun, bon, saura prendre les bonnes mesures. Parce que dans ce genre de situation, c'est jamais facile, parce que quand on fait reculer Cheikhou du poste de milieu de terrain en défenseur central, c'était pour dépanner. Mais sa sélection aussi était liée à ça. Ouais. Dans ce groupe, il ne pouvait pas jouer en tant que milieu de terrain. Donc on lui avait demandé de revenir comme défenseur central. Et il a trouvé aussi des repères, lui aussi. Donc il a été défenseur central, donc ça n'a pas été un problème. Maintenant, si on retrouve le défenseur titulaire, on peut se dire aujourd'hui, maintenant, c'est à lui de juger par rapport à l'adversaire. Est-ce que le Salif Sané a vraiment retrouvé toute sa plénitude, donc de pouvoir jouer ce match-là? Ça, à lui de voir. Maintenant, on sait que Salif est un bon garçon, difficile à manœuvrer. Et Cheikhou aussi a montré sur les 2 matchs quand même qu'il pouvait faire plus que dépanner. Il pouvait espérer avoir une place de titulaire. Comme on l'avait dit, il a trouvé ses repères, Tala. Absolument. Après un match difficile contre l'Algérie, il s'est remis dans le bon sens et il a trouvé ses repères pour les 2 derniers matchs. Donc ça également, ce sera un point à résoudre. De toute façon, nous aurons l'occasion de parler largement de ce Sénégal-Bénin. Ce sera le premier quart de finale, donc mercredi à 16h, temps universel. On aura un plateau spécial comme quand le Sénégal joue donc à 15h sur les antennes de la TFM. Voilà les affiches des quarts de finale que vous pouvez retrouver. Tala, je pense que nous arrivons à la fin de ce magazine. Ça a été court, mais on a parlé de l'essentiel, je pense. Court et bon, c'est comme ça. Alors, on va remercier Mas Cooper. Pourquoi? Parce que je sais que voilà, les téléspectateurs apprécient beaucoup les tenues que nous portons depuis le début de cette compétition. Donc, surtout quand on a 4. Plus 2 jusqu'à la finale. À chaque fois que le Sénégal joue, j'aurai une nouvelle tenue. N'est-ce pas, Mas? Donc, je vais en profiter Tala pour donner son numéro de téléphone pour ceux qui voudraient avoir ces tenues-là. Donc, Mas Cooper, atelier Mas Cooper. C'est très simple, 77 033 33 33. Très simple. 77 033 33 33. Et également, vous appréciez, vous, les dames, les tresses de Lily Coiffure. Et là également, j'ai en profité pour donner le numéro de Absa, puisque j'ai beaucoup d'appels, beaucoup de réactions là-dessus. 77 727 34 48. Absa, Lily Coiffure, 77 727 34 48. Merci à la réalisation, Pape Samba et toute son équipe. Excellente soirée et à demain avec Cher Tidiane Diao.